aujourd'hui, en fait, on va essayer de faire assez court puisqu'il y a 3 interventions puis une table ronde. Donc là, on va passer un gros quart d'heure ensemble et on va parler du sujet des soft skills, qui est un sujet qui m'anime beaucoup, qui est mon travail de recherche. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis chercheur sur le sujet des compétences et également entrepreneur sur tout ce qu'on appelle la HR Tech, donc tous les sujets liés à la technologie RH. Et donc, je passe mon quotidien à essayer de faire converger la science et la technologie pour passer des bonnes pratiques à l'échelle et éviter de faire de la bêtise augmentée. Donc, sur le sujet des soft skills, on va aller assez vite. Probablement que c'est des choses que vous avez déjà entendues. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, le sujet est beaucoup abordé et pas forcément toujours avec rigueur. Quand, par exemple, j'entends dire que la sympathie ou que l'optimisme sont des compétences, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment tout un travail de déconstruction à faire pour comprendre vraiment ce qu'est une compétence et ce que ça implique sur le sujet des soft skills. Donc, j'ai prévu des slides, mais pour être honnête, j'avais prévu de parler au départ 40 minutes, donc vous allez voir que je vais passer super vite et il y en a que je ne vais même pas traiter. Donc sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, celui des soft skills, c'est un sujet dont on parle beaucoup. En France, on est les spécialistes des soft skills à tel point qu'on utilise un terme anglo-saxon pour en parler. On n'a toujours pas de terme français pour en parler. On peut utiliser plein de mots. France Stratégie veut parler des compétences transversales. Certaines personnes vont parler des compétences molles, tout un tas d'autres choses. Il y a plein d'autres mots pour en parler. Après plus de 10 ans passés sur le sujet, aujourd'hui, le terme grand public qui correspond le mieux à ce qu'on essaye de dire, ça reste quand même les soft skills. Et pour information, on est en train de mener avec l'AFNOR actuellement un groupe de travail qui vise à créer la première norme française de définition des soft skills. Donc il va permettre d'utiliser un terme français pour en parler, de poser une liste de ce que sont les soft skills et ensuite de définir ce qu'elles sont. Et ce travail permettra après de créer des normes qui, elles, viseront à mieux définir les bonnes pratiques pour identifier ces soft skills et pour les développer, qui sont 2 grands enjeux aujourd'hui de la fonction RH, aussi bien en recrutement qu'en formation. Donc le monde du travail a beaucoup changé ces 50 dernières années. En vrai, le monde du travail a beaucoup changé depuis la révolution industrielle. On a eu une première révolution sur les cols bleus, avec de l'industrialisation qui a beaucoup permis d'automatiser, d'extraire certaines tâches pour pouvoir aller sur des tâches un petit peu moins routinières. Et depuis une cinquantaine d'années, c'est le numérique qui arrive. Et avec le numérique, on arrive sur une automatisation de plus en plus forte des tâches, notamment pour les cols blancs, les cadres. Donc toutes les professions intellectuelles commencent à voir les tâches changer à tel point que quand, dans un certain métier, on a un nombre significatif de tâches qui évoluent, le métier change. Et ce qui est important de regarder, c'est que donc là, bien sûr, ça c'est un truc que j'avais prévu de parler, mais vous avez compris l'idée, le numérique, tout ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que depuis une cinquantaine d'années, on a une augmentation d'à peu près 40% de la demande en compétences non routinières et une diminution de 20% en compétences routinières. Les compétences routinières, ce sont les compétences qu'on utilise toujours de la même manière. Exemple, si je vous dis 2 plus 2, on utilise toujours 2 plus 2 pour faire 4. Si on doit visser un boulon, on visse toujours un boulon. En revanche, une compétence non routinière, c'est une compétence qu'on ne peut pas exercer de la même manière en fonction du contexte dans lequel on est. De la gestion de crise, typiquement, de la gestion de projet. C'est à chaque fois, on doit s'adapter à l'environnement, aux personnes avec qui on travaille, au contexte dans lequel on travaille. Ces compétences-là, on les appelle les compétences non routinières. Et ces compétences non routinières, en fait, elles sont de plus en plus demandées. Pourquoi ? Parce que en fait, les compétences routinières sont de moins en moins nécessaires vu que les tâches associées sont automatisées. Quand une tâche se répète toujours de la même manière, c'est plus facile de l'expliquer à une machine. Et donc, petit à petit, dans les métiers, la part de compétences routinières diminue. Ce qui fait que ce qui reste, ce sont les compétences non routinières. C'est une tendance qui va encore continuer jusqu'à un point où l'intelligence artificielle permettra de gérer même un grand nombre de tâches non routinières, où là, on pourra se poser vraiment la question de est-ce que dans la société de demain, le travail sera encore au centre? Ce n'est pas du tout la question d'aujourd'hui, mais c'est des sujets qui sont intéressants à aborder. Aujourd'hui, oui, le travail est toujours au centre, parce que non, la technologie n'est pas capable de supprimer la plupart des activités qui créent de la valeur. On a encore besoin de l'humain pour ça.
En revanche, on a besoin que l'humain soit capable d'effectuer ces tâches non routinières. Donc des tâches pour lesquelles il a besoin de prendre en compte son contexte, besoin de prendre en compte les personnes qu'il y a, le contexte, le besoin. Autrement dit, il a besoin de trouver des solutions à une situation donnée. Et en fait, quand on n'a pas la réponse à l'avance à une situation donnée, on appelle ça un problème. Donc assez naturellement, les compétences non routinières sont les compétences de la résolution de problèmes. Donc ces compétences de la résolution de problèmes, c'est ce qu'on appelle les 4 C. Donc l'OCDE les appelle les 4 C, c'est facile de ranger ça comme ça pour des politiques publiques. En revanche, bonjour si demain vous devez mener une politique RH avec juste ces 4 compétences. Ça ne suffira pas. C'est pour ça que quand on va parler de logique de compétences, on doit toujours raisonner à plusieurs niveaux. Au niveau de la politique publique, au niveau de la stratégie de l'organisation et ensuite au niveau des opérations. Donc ça veut dire que plus on descend, plus on doit être fin dans les concepts qu'on décrit. Je prends un exemple. Si on est dans l'exemple de la communication, on n'évalue pas la communication en tant que telle, ça n'a pas de sens. Si on voulait évaluer la communication, on irait chercher au moins 2 concepts derrière. On irait chercher la capacité d'expression orale et on irait chercher la capacité d'écoute active. Et donc ce sont 2 capacités pour lesquelles on est capable de décrire ce qu'on appelle des comportements observables. À partir du moment où on peut définir des comportements observables, alors on peut commencer à les identifier et même on peut commencer à les développer. Donc vous voyez, il y a tout un chemin à faire avant d'arriver à des bonnes pratiques RH opérationnelles pour pouvoir gérer ce sujet des compétences non routinières, qu'on appelle aussi donc, les soft skills. Donc sur ces fameuses soft skills, les 4 C, c'est un modèle aujourd'hui qui est beaucoup utilisé par l'OCDE pour promouvoir la transformation des modèles éducatifs partout dans le monde. Donc c'est ce qui se passe depuis une vingtaine d'années, hein, mais il y en a encore pour une vingtaine d'années, avant que les modèles éducatifs soient capables d'intégrer vraiment ça. Et la raison, c'est que en fait, quand on prend rien que l'éducation nationale française, 2 millions de salariés, c'est un énorme bateau à faire bouger et ça ne se fait pas comme ça. Et également parce que, comme je vous l'ai dit, avant d'arriver à des pratiques pédagogiques maîtrisées, il y a tout un chemin. C'est comment est-ce que vous voulez qu'on arrive à des pratiques pédagogiques standardisées alors qu'on n'a même pas défini les termes desquels on parle. Parce que là, on parle de créativité, mais on peut demander à toutes les personnes dans la salle, il est peu probable qu'on atterrisse tous sur la même définition. Et donc, quand on entre dans des concepts encore plus fins, c'est toujours pareil. Donc, par exemple, le projet avec l'AFNOR, ça vise à permettre une définition commune déjà, pour pouvoir permettre aux praticiens de parler le même langage, de permettre aux candidats, aux collaborateurs et aux recruteurs et managers de parler le même langage, et enfin, de parler aussi à tous ceux derrière qui vont permettre de passer ces pratiques à l'échelle, les éditeurs de solutions, également de parler le même langage. Alors qu'aujourd'hui, chacun invente son propre référentiel, son propre langage, à coup d'IA, à coup de je ne sais pas quoi, pour vous faire gagner du temps. Donc, il y a tout un sujet de marché, et c'est comme ça qu'il faut l'adresser, c'est-à-dire qu'il faut penser le marché pour pouvoir penser le cadre. Là, je ne reviens pas sur le... Ça, c'était donc ce modèle-là, c'est le... Ah, bon, trop tard. C'était le modèle bien plus large des compétences du XXIe siècle. Parce qu'une question qu'on me pose souvent, c'est les compétences du XXIe siècle, en fait, est-ce que c'est la même chose que les soft skills? Non. Les compétences du XXIe siècle reprennent une partie de soft skills, les 4 C. Mais dans les compétences du XXIe siècle, il y a beaucoup d'autres choses. La capacité à savoir lire, écrire, compter, ce ne sont pas des soft skills, mais ce sont des compétences du XXIe siècle. Ce qu'on appelle les compétences du XXIe siècle, c'est un espèce de package de tout un tas de compétences qui sont les compétences dont on a besoin au XXIe siècle. Dedans, il y a quelques soft skills. Mais ça, ce n'est pas la liste de toutes les soft skills. Donc, par exemple, si dans votre organisation, demain, vous utilisez uniquement ces compétences-là pour faire votre référentiel de soft skills, ce sera trop partiel. Il faut aller chercher plus loin. Un exemple, c'est qu'on était sur les 4 C, créativité, esprit critique, collaboration, communication. Mais il y a des soft skills qui vont concerner la capacité à se développer soi-même dans le temps. Des compétences d'amélioration continue, comme l'autogestion par exemple, ou la capacité à pouvoir se remettre en question. Et donc ce type de compétences-là sont indispensables pour pouvoir progresser et s'améliorer. Elles ne sont pas incluses là dans ces compétences du XXIe siècle. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les choses telles quelles et bien prendre le temps de creuser pour comprendre aussi ce qu'on cherche, quel type de compétences on cherche à développer, qu'est-ce qu'on vise demain. Et quand on parle de ça, je n'aurai pas le temps de l'approfondir, mais j'aimerais vous mettre la petite graine dans la tête sur le sujet de l'adaptabilité, puisqu'en fait, on a une injonction maintenant de s'adapter. Il faut que les collaborateurs s'adaptent parce que la société change. Moi, quand j'entends ça, ça me fait beaucoup de mal, parce que souvent, quand j'entends ce sujet de la part de certains chefs d'entreprise,
Ce que j'entends plus, c'est j'ai besoin que mes collaborateurs fassent preuve de flexibilité plutôt qu'ils s'adaptent. Autrement dit, j'ai besoin qu'ils s'adaptent à mes besoins. Et peu importe si ça leur va ou pas. Et donc, en fait, ça, c'est un vrai sujet. Denis va en parler après, mais c'est aussi une des raisons que plein de collaborateurs veulent plus rejoindre les entreprises. C'est-à-dire qu'on dit, ben, en gros, voilà comment t'es, moi j'ai besoin que tu sois comme ça. Et là, tu seras bien pour le monde de demain. Non, tu seras bien pour travailler et créer de la valeur dans cette entreprise. Mais est-ce que ça va m'aller? Est-ce que je vais m'épanouir avec ça? Là, on pourrait parler d'adaptabilité. C'est-à-dire si la manière dont je suis capable de gérer mes interactions avec le monde demain correspond à mon identité, à la manière que j'ai envie de le faire, là, on peut parler d'une vraie adaptabilité. Sinon, si on fait juste que me donner les codes pour pouvoir créer de la valeur dans une organisation, là, je vais faire preuve de flexibilité. Je vais me tordre pour correspondre à quelque chose qui n'est pas moi. Et donc là, j'invite tous les RH à se poser cette question. Quand vous développez les compétences de vos collaborateurs, quand vous développez les nouvelles postures de vos collaborateurs, est-ce que vous essayez de les rendre flexibles ou est-ce que vous essayez de les rendre adaptables? Si vous essayez de les rendre flexibles, il vous suffit de travailler sur ces quelques trucs. Si vous souhaitez les rendre adaptables, ce qui à mon avis est un pari bien plus gagnant à terme, ça implique de prendre en compte tout un tas de choses, et notamment leurs besoins personnels, leurs moteurs de motivation, et pas mal d'autres construits encore. Ah, donc là, vous voyez là-dessus, c'était un peu, on a fait un travail avec Michel Barabel, Todd Lubart et Olivier Meyer, les auteurs avec qui on a écrit notre dernier livre sur le développement des soft skills. Et là, on a essayé de lister un petit peu tous les termes qu'on entend pour parler de soft skills aujourd'hui, tous les termes français. Et donc, finalement, moi, à la limite, le terme que je trouve le moins éloigné de ce qu'on veut faire, c'est le terme canadien d'habileté. Hein. Donc, le terme le plus exact d'un point de vue scientifique, ce serait les compétences socio-cognitives. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes résument les soft skills aux compétences de l'interaction. On parle d'empathie. L'empathie n'est pas une compétence, on va y revenir après. Mais on parle de tous ces sujets-là. Et donc, en fait, en vrai, il n'y a pas que l'aspect social dans les soft skills. On a aussi tout un aspect cognitif, une capacité à réfléchir. Par exemple, la créativité peut avoir une dimension sociale, mais ce n'est pas du tout sa première fonction. La créativité est avant tout un processus cognitif. C'est-à-dire qu'il va faire travailler notre capacité à réfléchir, à structurer un raisonnement et à créer des liens. La créativité, c'est avant tout notre capacité à créer des liens entre des concepts pour faire émerger des concepts nouveaux. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on va parler de compétences socio-cognitives, mais bon, c'est pas très sexy, donc c'est probable que le terme passe pas. C'est là, il y a un groupe de réflexion d'une trentaine de personnes à l'AFNOR qui viennent d'un peu tous les secteurs, que ce soit les éditeurs, le monde de la formation, le monde de l'éducation, du recrutement. Donc, on est en train de travailler sur le sujet. La norme sortira octobre 2023, a priori. Donc, et moi, sur les réseaux sociaux, je vais régulièrement tenir informé des avancées pour que les personnes qui ne sont pas dans les groupes de travail puissent aussi s'informer et contribuer. Donc là, c'est finalement la chose que je voulais montrer aujourd'hui. Tout ce que je vous ai dit, c'était surtout pour en arriver là. J'ai tendance à voir beaucoup de personnes qui opposent les hard skills et les soft skills. On me dit souvent, est-ce qu'il vaut mieux développer les hard skills ou est-ce qu'il vaut mieux développer les soft skills? Ben, j'ai envie de vous dire, en fait, avec toutes les soft skills du monde, un développeur, c'est pas développer. C'est avec toutes les soft skills du monde, un professionnel du marketing ne sait pas construire un plan marketing. Donc les compétences métiers, les compétences techniques sont indispensables pour pouvoir performer dans un métier. Là, il faut que ce soit extrêmement clair, c'est une activité, quelle qu'elle soit, nécessite des connaissances et des compétences liées à cette activité. En revanche, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'adaptabilité? C'est pour pouvoir passer d'une activité à une autre et pour pouvoir vivre l'évolution de cette activité et développer de nouvelles connaissances et compétences métiers. Mais ça ne sert à rien d'opposer les compétences techniques, les hard skills avec les soft skills. On a besoin des deux, d'autant plus que c'est la même chose en fait. C'est ça que j'essaye d'expliquer notamment dans le dernier ouvrage, c'est que hard skills et soft skills, c'est deux recettes de cuisine construites à partir des mêmes ingrédients. Et les ingrédients, c'est ces quatre-là. Donc en fait là, on n'a rien inventé, on repart de travaux en psychologie qui datent de plus de 200 ans, ce qu'on appelle la Trilogy of the Mind, la trilogie de l'esprit, et donc qui part sur vous voyez dans les trois pointes, affect, cognition, conation, ce sont les trois composantes de la psyché. Donc on dit que ce qui se passe dans le cerveau pourrait être globalement résumé en termes d'émotion, en termes de cognition, capacité à apprendre, à réfléchir, et en termes de conation. La conation, c'est un terme un peu plus réservé souvent au monde scientifique et académique, qu'on voit un peu moins dans le monde des organisations. La conation, c'est tout ce qui va regrouper la personnalité, les moteurs de motivation. Donc, par exemple, les préférences individuelles. Si je vous dis l'empathie n'est pas une compétence, c'est un trait conatif.
Et donc, autrement dit, l'empathie est un ingrédient d'une compétence. L'empathie, on va la retrouver dans tout un tas de soft skills en vrai. C'est pour ça que ce n'est pas juste une compétence. On va la retrouver dans plein de soft skills. Donc oui, l'empathie est indispensable. En revanche, ce n'est pas une compétence. Et en plus de ça, c'est la manière dont c'est construit. L'empathie seule ne sert à rien. L'empathie seule ne sert à rien si elle n'est pas associée à un processus cognitif, parce qu'elle ne permet pas de délivrer un résultat. Pour pouvoir délivrer un résultat, on a besoin bien sûr d'avoir ces lunettes pour voir le monde, notre connation. On a besoin d'effectuer un raisonnement autour de ce monde, donc de la cognition. Et également, on a aussi besoin d'entrer en interaction, en résonance avec le monde, et ça, ce sont nos émotions qui le permettent. En psychologie, on dit que les émotions sont une heuristique de l'action. D'un point de vue évolutif, en fait, on a des émotions parce que ce sont des réflexes de survie. Une émotion vise à nous faire prendre conscience très très vite d'un besoin de faire quelque chose, soit par peur de mourir, soit pour une opportunité de survie ou de reproduction ou quoi que ce soit. Et donc, d'un point de vue purement évolutif, l'émotion est une sorte de raccourci à l'action qui n'est pas toujours de nos jours favorable. C'est-à-dire qu'une émotion peut nous induire en erreur, peut nous tromper. C'est pour ça qu'une émotion doit toujours être passée au filtre de notre connation, de nos valeurs, de nos préférences et de notre cognition, de notre raisonnement. Et au centre, on a rajouté les savoirs. Je n'ai pas mis les connaissances, j'ai mis les savoirs. Là encore, il y a une différence. Les connaissances, c'est l'information commune qu'on partage. Par exemple, voilà. Donc, je ne sais même plus ce que je disais. Ah, les savoirs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et les savoirs qui sont liés à la mémoire. Je ne suis pas dans la merde. Et donc, pourquoi je sépare savoir et connaissance? On va faire un exercice, vous allez crier le plus fort que vous le pouvez à ce que je vais vous dire. 1515. Voilà. Marignan est une connaissance. C'est une information commune qu'on partage et qui est inscrite dans notre patrimoine commun culturel. C'est une connaissance. Marignan serait un savoir si vous pouviez répondre à cette question. Très bien, en quoi Marignan peut apporter quelque chose d'utile dans la gestion géopolitique du conflit ukrainien? Bon, mais moi, je ne sais pas répondre. Hein. Mais c'est un truc que j'invente comme ça. Mais globalement, en fait, la différence entre une connaissance et un savoir, c'est qu'une connaissance, c'est comme une info dans une clé USB. C'est là et on peut la sortir telle qu'elle. Un savoir, il est forcément utilisé dans un contexte donné. Et donc, au XXIe siècle, on dit que ce n'est pas important d'avoir tout un tas d'informations stockées, tout ça. Les départements, on ne les connaît plus parce qu'on peut les chercher sur Google. Oui, ce sont des connaissances. En revanche, quand on a suffisamment travaillé nos sujets, nos connaissances se transforment en savoir, on est capable de les utiliser en contexte. C'est pour ça que ce n'est pas inutile d'apprendre des choses quand même. Donc, encore une fois, une compétence va être la convergence de ces 4 concepts. Et donc, quand on veut travailler en recrutement ou en formation demain, plutôt que de chercher à développer une compétence en particulier, on va commencer à regarder l'ingénierie du point de vue de ces 4 facteurs. Est-ce que je dois développer des connaissances en particulier? Cette compétence, en fait, de quoi elle est composée? Surtout de connaissances, enfin, surtout de savoir, surtout de cognition, surtout de traits de personnalité ou surtout d'émotions, de capacité à ressentir. Et en fonction de ça, on va pouvoir évaluer la bonne chose ou on va pouvoir aller développer la bonne chose. Mais là, on a quatre ingrédients très très différents pour chaque. On a une ingénierie extrêmement différente pour les évaluer et pour les développer. Et là, c'est un peu vers ça que j'essaye d'emmener l'écosystème RH aujourd'hui. C'est à essayer de prendre un petit peu de hauteur pour rentrer dans le détail de ce qu'est une compétence. Parce que finalement, c'est le boulot de la RH, que ce soit attirer, attirer, fidéliser, développer, engager, tous ces sujets-là, on en revient à ça à la fin de la journée. Simplement, à chaque fois, il faut mettre l'accent sur l'une de ces composantes. Je vais m'arrêter là pour pouvoir laisser la place à Denis. Donc là, je vous remets les 2 ouvrages qu'on a sortis en lien avec le sujet. Les compétences du XXIe siècle, donc sortis en 2018. Puis ma réflexion évoluant sur différence entre compétences du XXIe siècle et soft skills. Cette année, en juin, le défi des soft skills qui parle plus de comment les développer, où là, on rentre plus dans le détail de ces fameux ingrédients, de ce qu'ils veulent dire et de quelles techniques pédagogiques on peut mettre derrière pour arriver à les développer. Je vous remercie. Denis, je te passe la main, ou André, je te repasse la main. En tout cas, 2 personnes que j'apprécie beaucoup. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci. Merci beaucoup.